Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Je suis William Wallace. La Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. À l'aube, regardez à l'Est. La menace revient à l'Est. Unis en défiance de la tyrannie. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Ah ouais, je veux bien vous aider, mais si vous voulez pas, tant pis, je vais pas me battre. Il faut se battre. Arrêtez de crier, monsieur, je vous assure, c'est pénible. Alors nous ferons face, ensemble. Oui, il me semble, monsieur peut trembler. Oui, c'est l'humidité. Vive la République, vive la France. Vive la République et vive la France. Magnifique intro, merci Julien. C'est le générique du jour. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 14h. On va parler bien sûr de l'économie de guerre avec notre invité Marc Toiti, conseiller économique, qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'économie de guerre. Ensuite, Bertrand Alliot, porte-parole de l'association Action Écologie, qui a été renvoyé de son université pour climato-scepticisme. Voilà les procès en climato-scepticisme qui fleurissent partout en France. Il sera notre invité. Et puis à 13h, le grand entretien avec Caroline Galactéro, géopolitologue, présidente de Géopragma, pour parler bien sûr des déclarations d'Emmanuel Macron et des réponses de la Russie et de Trump dans tout ça. Est-ce que c'est la guerre? Encore, j'ai envie de dire. Voilà, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0827 300 300 si vous souhaitez poser vos questions. C'est 826, c'est vrai. Pourquoi le 7? 0826 300 300, à tout de suite. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et notre invité dans cette première partie est l'économiste Marc Toiti. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour parler de l'économie de guerre. Alors on a eu bien sûr le discours d'Emmanuel Macron face aux Français, qui était censé rassurer les Français. Bon, ça n'a pas vraiment rassuré. On peut dire que ça a créé plus de panique qu'autre chose. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'économie de guerre, ce terme qu'on entend tout le temps en ce moment? C'est ça qui est quand même dramatique, parce que bon, n'oublions pas déjà la situation de la France aujourd'hui, une situation qui est catastrophique. C'est-à-dire les faillites d'entreprises sont sur des sommets historique, on est quasiment en récession, l'activité est en train de s'effondrer, les indicateurs avancés montrent que la France, tenez-vous bien, est la lanterne rouge de l'économie mondiale. C'est quand même grave ce qui est en train de se passer. Et là, on nous sort, là, il faut passer en économie de guerre. Alors, c'est quoi une économie de guerre? Je vais vous donner la définition officielle, vous voyez, comme ça, on sera clair. C'est un type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits prioritairement, et tenez-vous bien, par prélèvement autoritaire. Prélèvement autoritaire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire réquisition, livraison obligatoire et bien sûr impôts, inflation, voire ponction de l'épargne. Là, on joue un jeu extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, encore une fois, j'espère qu'on va éviter ça. Moi, je prépare l'économie de paix, si vous voulez, ou alors la guerre économique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait une économie plus dynamique. Mais là, on est en train d'entrer dans une situation très difficile. Et puis surtout, ne l'oublions pas, la France n'a pas les moyens. C'est-à-dire que nous sommes déjà surendettés, on a un dérapage des comptes publics, et là, on nous dit qu'on va augmenter la dépense publique de au moins 50 milliards d'euros, voire plus, juste pour la France. 800 milliards au niveau de la zone euro, de l'Union européenne, et 50 milliards au niveau de la France, uniquement sur les dépenses militaires. Ça veut dire qu'on pourrait passer à peu près 5% de notre PIB de dépenses militaires. Même pendant la guerre froide, on n'a pas connu ça. Donc, c'est-à-dire, et tout ça pour une réunion qui a mal tourné dans le bureau de la Maison-Blanche. Donc, c'est-à-dire que dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. C'est quand même un petit peu inquiétant. Et ça sent un petit peu la diversion, sachant qu'on a une situation économique qui est déjà dramatique. Et moi, je ne comprends pas, encore une fois, nos dirigeants. C'est une course en avant, en fait, parce que 3 400 milliards de dettes, plus... Alors, dorénavant, l'endettement sans fond avec la défense, c'est pour cacher en fait le bilan calamiteux d'Emmanuel Macron. En partie, je pense, mais surtout, n'oublions pas, vous parlez de la dette publique. On est effectivement à quasiment 3 400, 3 500 milliards d'euros. On n'a pas encore le chiffre du quatrième trimestre, mais on sera sur ce niveau-là. Ça, c'est la dette officielle. Mais si vous ajoutez ce qu'on appelle le hors-bilan, ça veut dire les engagements de l'État qui ne sont pas comptabilisés dans la dette. Par exemple, le paiement des retraites des fonctionnaires. C'est une dette de l'État de demain, mais on ne la met pas dans les comptes. Vous savez, on a combien de dettes publiques en France? 7 500 milliards. Chiffre de la Cour des comptes, je n'invente rien. Vous savez, moi, je source toujours, effectivement, mes chiffres. C'est important de dire. Et quand on me dit on va vendre, vous voyez, même l'épargne des Français, c'est 6 000 milliards. Donc, ça rembourse même pas toute la dette. Puis c'est l'épargne privée des Français. Donc, on n'a pas le droit de prendre du privé
privé pour financer du Alors, public. on n'a pas le droit, mais en économie de guerre, si. C'est ça, justement, la magie, non? C'est ça qui est dramatique. On voit bien qu'en ce moment, l'Union européenne et Emmanuel Macron lorgnent sur l'épargne des Français. C'est ça qui est dramatique, c'est que malheureusement, en économie de guerre, tout devient permis. L'exemple qu'on a, évidemment, parce que c'est la Seconde Guerre mondiale, hein, là c'était une vraie guerre, évidemment, dramatique, au-delà des aspects humains, bien sûr. Aux États-Unis, à l'époque, le taux d'imposition maximal est passé à 94%. Ah oui, taux d'impôt sur le revenu. Vous vous rendez compte? On n'en est pas loin en France, ceci dit. Non, sans quand même économie de guerre. Pas 94, on est autour des 50%. C'est énorme, oui, je suis d'accord, c'est déjà énorme. Hein. Mais toujours est-il que là, non, ça devient quand même énorme. Et surtout, ce qui est dangereux, c'est que ça me fait penser beaucoup au Covid. C'est-à-dire on dit, alors on maîtrise plus rien, donc c'est très dangereux, c'est presque la fin du monde. Donc si évidemment on se dit ça, on dit alors, allez-y. Sauf que non, j'espère qu'on va éviter évidemment d'en arriver là. Mais surtout, moi je pense, je vois tous les jours mes chefs d'entreprise que je conseille, etc. Les épargnants et autres, si vous voulez, qui sont extrêmement inquiets. Donc pourquoi mettre de l'huile sur le feu? Ça va déjà mal. Et au lieu d'essayer d'arranger la situation, on voit que M. Trump, M. Poutine et même M. Zelensky essayent de faire la paix. Et nous, non, on veut aggraver la guerre. Et pourquoi? Quel est le but? Je ne sais pas. C'est-à-dire que il faut leur poser la question. Mais en plus, il y a un aspect un petit peu magique. C'est-à-dire que on l'a vu dans le discours de M. Macron et qui a été relié par Bayrou, etc. Il nous dit en fait, on va augmenter les dépenses, mais sans augmenter les impôts. Oui, alors ça, c'est la phrase magique. Hein. Alors comment on va faire? Mais avec des efforts et des choix difficiles. Ah oui, alors des efforts. Mais alors c'est quoi ces efforts? Comment on va faire? Ces réformes. Il parle de réformes. C'est ça. Non, c'est-à-dire que quand tout allait bien, on n'arrivait pas effectivement déjà à faire des réformes. Alors même mais justement, c'est l'occasion de faire passer des réformes impossibles aux Français en disant que c'est la guerre. Exactement comme pour le Covid. Oui, tout à fait. Mais moi, je pense que là, les Français ne se laisseront pas faire. Et n'oublions pas que quand on parle de l'épargne, on ne parle pas de l'épargne des ultra riches. Non. Que cette épargne, elle est plus en France déjà. Non, elle est plus là. Cette épargne des ultra riches, elle est déjà en Suisse, où vous voulez, etc. Ce qui est concerné, c'est l'épargne de la classe moyenne, c'est-à-dire des personnes qui ont mis toute leur vie pour accumuler un petit peu d'épargne pour leurs vieux jours, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, voilà. Et donc là, on dit, même si on prend une partie, je dirais, minimum, mais néanmoins, attendez, de quel droit? Donc, on n'en est pas là, bien entendu, mais on a entendu le chemin. Éric Lombard, le ministre de l'économie, a dit qu'il y allait avoir un rendez-vous à Bercy là, le 20 mars avec les investisseurs privés, les services de l'État, le ministère des Armées, pour voir comment créer justement un outil d'investissement dans la défense. Et les banques également. Et les banques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des infos sur ce rendez-vous à Bercy? Pour tout vous dire, je n'ai jamais été aussi inquiet sur l'avenir de l'économie française. J'en ai vécu des crises, hein. Mais là, si vous voulez, je me dis, on marche sur la tête. C'est-à-dire que nos dirigeants aggravent la situation. Et c'est ça que je dis m'inquiète, parce que moi, je pense encore une fois aux patrons de PME, aux salariés des entreprises, qui se disent, attendez, comment on va s'en sortir? C'est déjà compliqué. Donc là, on va nous rajouter encore, alors des impôts peut-être déguisés, ou alors on va flécher l'épargne. Ça veut dire que l'épargne qui était sur le livret A, on peut dire, non, finalement, on va pas le mettre pour le logement social, on va le mettre pour l'effort de guerre, etc. Vous comprenez? Et alors, ce qui est fou, c'est que on a l'impression qu'on n'a pas de dépenses militaires. Sachant qu'au niveau de l'Union européenne, vous avez aujourd'hui, c'est le chiffre tout à fait officiel de l'Institut de Stockholm, pour la paix d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, mais bon, qui montre qu'en fait, les dépenses militaires de l'Union européenne, c'est à peu près 320 milliards de dollars. C'est là donc la deuxième puissance mondiale derrière les Américains, ils sont à 900 milliards. Et tenez-vous bien, depuis 2014, donc en un peu plus de 10 ans, ces dépenses militaires de l'Union européenne ont augmenté de 80%. Donc, on est en train alors, pourquoi nous faire croire qu'on est à la traîne? Voilà, on est en train de nous faire croire qu'on a plus de moyens, etc. Donc, ça qui est très surprenant. Idem pour la France, encore une fois, on est autour des 50-60 milliards d'euros de dépenses militaires. N'oublions pas qu'on a aussi la dissuasion nucléaire, justement, qui est faite pour éviter justement d'augmenter trop ces dépenses militaires. Donc c'est ça qui, moi, m'inquiète aujourd'hui. Je ne vois pas où nous voulons aller. Alors, il y a la guerre, visiblement. Alors, c'est peut-être plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il y a anguille sous roche. Quand on voit, par exemple, hier, la Commission, donc l'Union européenne, qui a lancé un plan de plus de 800 milliards d'euros, très bien, en nous disant aucune mesure de financement. Il n'y a aucune mesure de financement. L'argent. Voilà. Alors, ça, c'est très dangereux parce que qu'est-ce qui va se passer? On va nous refaire le coup du Covid, c'est-à-dire on va faire actionner la planche à billets de la Banque centrale européenne, sauf que là, elle a déjà beaucoup été actionnée, donc on n'a plus la même marge de manœuvre. Et parallèlement, quand on fait de la planche à billets, ça fait de l'inflation. C'est ça. Donc qui paye à la fin? Toujours pareil, ce sont les ménages, les citoyens, les consommateurs. Donc c'est extrêmement dangereux. Et alors, autre élément important, c'est quand même très clair ça, c'est que, c'est assez incroyable,
le gouvernement allemand, Monsieur Merz, il n'est pas encore complètement chancelier, mais voilà. Donc c'est quand même la CDU, ça veut dire entre guillemets la droite, on va dire allemande, a annoncé que ça y est, c'est fini. On ne regardait plus le déficit public ni la dette publique. Donc on a augmenté les déficits et la dette, même en Allemagne. Donc ça c'est très dangereux parce que... Ça veut dire que tous les pays européens se préparent à être la Grèce du futur, mais vont s'absoudre en disant oui mais nous c'est pas la Grèce, donc on a le droit de faire de la dette tant qu'on veut. Oui mais il y a quand même un petit problème. C'est que ce qui s'est passé avec la Grèce, c'était... Oui mais la Grèce c'est pas pareil. La Grèce c'était 350 milliards d'euros de dette. Oui. Nous si on prend la France, on l'évoquait, c'est 3500 milliards. Oui. Donc il y a un zéro de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est complètement différent. Mais surtout, la position du gouvernement allemand est très importante parce que on l'a vu d'ailleurs en 2 jours, le taux d'intérêt de la dette publique allemande a explosé. Parce que pour financer cette dette, il faut faire appel aux investisseurs. Donc ils vous disent, notamment, mais ils vous disent, je veux bien vous prêter, mais à ce moment-là, je demande une prime de risque. Donc quel est le problème? C'est que c'est effectivement l'Allemagne qui s'endettait relativement peu par rapport à la France. Là maintenant, elle va s'endetter davantage. Donc elle va faire appel aux investisseurs. Donc, sauf que l'Allemagne est toujours triple A en termes de notation, alors que la France est beaucoup plus bas. On est toujours double A, on va bientôt tomber à simple A. Donc que vont faire les investisseurs? Ils vont se dire, je préfère quand même acheter la dette publique allemande que de la dette publique française. Donc nous, on va encore descendre d'un... Donc ça veut dire que nous, on va avoir du mal à trouver des financements, et donc que nos taux d'intérêt qu'on paye sur notre dette publique vont encore augmenter. Là, aujourd'hui, on est à 3,6% sur le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, un plus haut depuis novembre 2011. Et ça, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Un, ça va augmenter le coût de la dette publique pour la France, c'est-à-dire que l'État français, de la dette, chaque année on va payer, je pense cette année autour des 70-75 milliards d'euros juste de charges d'intérêt de la dette. Si ça ne s'aggrave pas, parce que si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, on pourra bientôt atteindre les 100 milliards d'euros par an. Juste de charges d'intérêt de la dette, vous vous rendez compte? C'est-à-dire plus que le budget militaire, comprenez? Donc on marche sur la tête. Mais le drame, c'est que quelle est la conséquence pour nous les Français? Au-delà que ça risque de faire encore augmenter les impôts, c'est que quand les taux d'intérêt de la dette publique augmentent, bien les taux d'intérêt de tous nos crédits à nous, les entreprises, les ménages, augmentent. Et donc si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, qui est déjà pas géniale, donc ça fait baisser la consommation, baisser l'investissement, et donc ça alimente la récession, donc ça fait du chômage, et ainsi de suite. C'est ça l'économie de guerre. C'est un jeu extrêmement dangereux. Mais comment c'est possible que ces dirigeants européens fassent systématiquement des choix suicidaires comme cela? On le voit avec l'industrie automobile et tous les bâtons dans les roues qui ont été mis des constructeurs automobiles. Là, on remet le malus auto, et de l'autre côté, Stéphane Séjourné, commissaire européen à l'industrie, nous dit que oui, on va relancer la filière automobile. Là, on sait qu'on est endetté, que c'est intenable, et on propose de se surendetter davantage avec la BCE en plus, qui a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2025-2026. Donc tout va mal, tous les voyants sont rouges, et eux nous vendent la guerre. C'est une catastrophe. C'est ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron. Soyez fiers d'être des amateurs. Là, on est au top. Là, on est au top. C'est les professionnels du désastre. C'est les professionnels de l'amateurisme, si vous voulez. Non mais, blague à part, c'est quand même dramatique. Oui. C'est-à-dire que moi, je l'avais déjà dit à l'époque, effectivement, de la gestion du Covid, etc., quand on a laissé filer la dette, moi j'ai pas arrêté de dire, maintenant ok, les 3 premiers mois, on croyait que c'était la fin du monde. Mais après, on a compris que c'était pas le cas. Mais on a continué. Je vous rappelle que la planche à billets s'est arrêtée en 2022, quand l'inflation était à 10%. Donc, on est contre le manque de discernement. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai la conscience tranquille. Est-ce que c'est pas volontaire de mettre les économies européennes à genoux d'une certaine façon? J'espère pas. Je n'espère pas, parce que il y a 2 hypothèses. Soit ils sont stupides, soit ils sont machiavéliques. Ou peut-être les deux. Alors effectivement, il y a peut-être. Moi, je pense qu'il y a malheureusement les deux. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas sérieux. J'arrête pas de le dire, mais encore une fois, l'économie, c'est du bon sens. Là, on est complètement en dehors du bon sens. On est complètement hors sol. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est ce qui revient souvent dans le discours de Donald Trump, qui veut du protectionnisme, relancer l'économie américaine, faire venir des entreprises étrangères aux États-Unis. D'ailleurs, Rodolphe Sadé, le patron de CMA-CGM, était dans le bureau ovale hier pour annoncer 20 milliards de dollars d'investissement dans l'industrie du bateau et des containers. Aujourd'hui, Trump, en Europe, est vu par nos leaders comme un nazi, c'est ce que dit Jacques Attali, je crois, récemment, comme un danger public, alors que Trump veut la paix, relancer l'économie et faire une guerre économique sur les tarifs qui, peut être critiquable, mais a ses raisons. Pourquoi Trump n'est pas suivi
par les Européens. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que quand on dit les choses, comme on vient de le faire là, simplement le fait de dire que la dette publique française explose, qu'on n'a pas les moyens de la financer, eh bien, le fait de dire ça, on est pointé du doigt, ah, vous êtes complotiste, vous êtes pro-Trump, pro-Poutine, Attendez, mais c'est quoi ce discours? Non, nous, on est pour la France. Oui. On veut que la France s'en sorte. Et or, aujourd'hui, c'est mon rôle d'économiste. J'ai vu tous les dirigeants, ça fait 30 ans que je fais ce métier, mais j'ai jamais vu une telle situation aussi dramatique, si vous voulez. Oui. Et donc, c'est ça qui fait peur, c'est que on a des dirigeants, justement, notamment, effectivement, aux États-Unis. Je pense que d'ailleurs, il va un petit peu trop loin, il fait un peu trop peur, mais ça commence à fonctionner. Oui. Ce qui s'est passé avec CMA-CGM, ça c'est incroyable. J'ai un groupe que je connais très très bien. C'est que quand même Rodolphe Saadé, c'est un ami intime de Monsieur Macron. Alors peut-être qu'il c'est plus le cas, mais il a quand même. C'est étonnant. C'est très étonnant. Parce que je veux dire, donc bon, il faut quand même souligner tout ça et se dire non, là on joue vraiment avec le feu. Et quand on joue avec le feu, on va finir par se brûler, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on peut encore sauver l'économie française, mais c'est clair que si on commence comme ça à dramatiser la situation, à vouloir rentrer dans une économie de guerre et autres, et puis à faire de la surenchère. Moi, je suis quand même très inquiet. Et surtout, nous n'avons pas les moyens. Vous savez, quand on me dit, ah ben, on va faire une économie de guerre, on va mobiliser entre guillemets, l'industrie. Le problème, c'est qu'il faut avoir un appareil industriel pour ça. Ouais. On n'a pas arrêté de vouloir désindustrialiser. C'est ça. Regardez encore tout le discours de Monsieur le Maire, Macron, etc., qui disait, ah ça y est, on a réindustrialisé, ça y est, ce sont les 30 glorieuses, c'est le retour du plein emploi, etc. Vous vous rendez compte quelle arnaque? Les chiffres de cette semaine encore sur la production industrielle française qui continue de baisser, l'activité dans l'industrie selon les directeurs d'achat, on est sur des plus bas et la lanterne rouge de l'économie mondiale. Elle est où la réindustrialisation? Mais non, parce que ça ne se décrète pas. C'est une bonne idée, bien sûr, de réindustrialiser. Il faut le faire. L'erreur, ça a été de désindustrialiser, justement, dans les années 80-90, sous l'impulsion justement de M. Attali, notamment, Mitterrand et j'en passe et des meilleurs. C'est ça qui est incroyable. Ces personnes-là donnent des leçons alors qu'elles sont à l'origine de la faillite de la France, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que le drame, c'est que malheureusement, si on veut réindustrialiser, oui, c'est bien, mais ça va prendre des années. Parce qu'en plus, on n'a pas la main-d'œuvre. Puis il faut également les capitaux. Et ainsi de suite. Et puis surtout, il faut la confiance. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'une économie, elle peut avancer dans un état de confiance. Pour qu'une économie avance, mais c'est pas que pour la France, c'est au sens large, il faut deux choses. La confiance et justement la stabilité, la sécurité. Là, on est en pleine défiance et malheureusement, on voit que la sécurité, pas qu'internationale, mais même au sein même de la France, en train de s'effondrer. Instabilité sociale, politique, fiscale. Donc attendez, non, il faut vraiment qu'on arrête les bêtises, qu'on reprenne le taureau par les cornes très rapidement. Le drame, c'est que je vois personne aujourd'hui qui se dessine pour remonter la France et c'est ça qui m'inquiète. Merci beaucoup Marc Toiti pour ce tour d'horizon plutôt noir. Oui, mais réaliste, je pense que moi je garde l'optimisme parce que je pense qu'on peut encore sauver la France. Et le bon sens peut sauver la France si on arrête avec ces bêtises, évidemment. Ça paraît lointain. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour l'édito dans un instant. On va parler encore de mesures incroyables. Vous allez voir, maintenant nos génies de la taxe ont trouvé une taxe sur le petit papier qui entoure la baguette. À tout de suite. Et pour cet édito, on va parler d'une nouvelle taxe que vous avez peut-être pas vu passer, mais les boulangers, si. Depuis le 1er janvier 2025, figurez-vous que les artisans boulangers sont taxés sur l'emballage en papier et plastique des baguettes de pain. Alors, il n'y a pas que les baguettes, il y a également l'emballage carton des pâtisseries, les viennoiseries, etc. C'est incroyable, les génies de la taxe se sont passés par là. On va écouter, c'est un reportage de France Info qui parle de cette taxe ô combien inventive. Du papier pour les baguettes, un petit sac pour les viennoiseries ou une boîte en carton pour les pâtisseries. Des emballages désormais taxés dans les boulangeries. C'est magnifique. Alors évidemment, ils sont allés faire donc un micro-trottoir avec des clients de ces boulangeries. Vous êtes français, vous achetez votre baguette, votre journal, vous allez à la boulangerie, évidemment. On écoute désabusés les clients des boulangers. S'il faut retirer le papier du pain, moi ça me gêne pas outre mesure. Le croissant c'est autre chose, mais sur la baguette, on la prend dans la main comme ça. C'est pas contraignant. Alors le croissant c'est autre chose, attention, la baguette ça va, mais faut pas déconner ni avec le pain au chocolat, ni avec la chocolatine. Alors évidemment, on peut venir avec son sac à pain maintenant dans les boulangeries, c'est d'ailleurs pour ça que cette taxe est arrivée, pour, figurez-vous, financer le tri, puisque ce papier finissait dans la poubelle jaune et donc on va le taxer. Alors il y a un mode de calcul assez particulier, il faut calculer le nombre de passages que le boulanger peut avoir par jour dans la boutique, multiplié par le nombre de
22 jours d'ouverture dans la semaine, multiplié par le nombre de semaines d'ouverture du commerce dans l'année. Ça, c'est l'administration française et il faut remplir ça, bien sûr, en début d'année. Un boulanger nous explique. J'ai 160 711 passages en caisse. Si je vois 75, ça me fait 1205 € de taxes supplémentaires. Bravo, on peut féliciter les génies de Bercy, les boulangers qui étaient déjà en difficulté avec la hausse du prix des matières premières, avec la hausse du prix de l'énergie, se voient maintenant imposer cette nouvelle taxe et bien sûr du remplissage de bureaucratie, de papier bureaucratique inutile. C'est la France, et heureusement qu'on va faire la guerre à la Russie, sinon on aurait peur. Et puis évidemment, vous vous dites, mais attendez, les boulangers, le petit papier autour, mais et les fromagers et les bouchers, eh ben eux aussi, ils vont y avoir droit. Les fromagers, les bouchers et les charcutiers sont aussi concernés par cette nouvelle mesure qui permettra de financer le développement du tri sélectif. Merveilleux, le tri sélectif qui est déjà pas super développé, c'est vrai, en France. Alors, je me demande s'ils ont parlé de ça lors de la déambulation d'Emmanuel Macron dans Lyon, puisqu'il a poussé la porte d'une charcuterie qui a accepté de le recevoir gentiment. Eh bien, le charcutier, je ne pense pas qu'il lui ait parlé de cette nouvelle taxe des petits papiers autour du pain, du saucisson et j'en passe. Enfin, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ces taxes qui n'arrêtent pas? C'est une vraie question et on en parlera bien sûr ici sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et sans transition, on va parler d'un autre cas emblématique du bien-être dans notre pays, avec Bertrand Alliot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes environnementaliste et porte-parole de l'association Action Écologie. Et alors vous avez été mis au banc de l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée parce que vous avez été accusé de climato-scepticisme. C'est le nouveau procès en sorcellerie des temps modernes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette péripétie? Écoutez, ça fait 15 ans que je travaille dans cette université. J'avais un poste de direction. Bon, j'ai été nommé préfigurateur d'une nouvelle direction. Et à ce moment-là est sorti un article de Mediapart sur moi-même et mon association. Alors, on n'est pas climato-sceptique, parce que ça, c'est le terme magique, si vous voulez, pour détruire votre réputation. Et puis comme ça, on n'a plus besoin de débattre. L'affaire est faite, est entendue. Or, nous, notre positionnement, c'est d'être anti-catastrophiste, en fait. Il y a un alarmisme totalement délirant sur les questions environnementales, et on lutte contre cet alarmisme, en fait. C'est ça le cœur de notre sujet. Vous ne dites pas que ça va bien, vous dites que ça va mal, mais pas autant que ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est ça? En tout cas, sur plein de questions, ça va pas si mal que ça, contrairement à ce qu'on croit. Par exemple? Sur la biodiversité, par exemple, c'est un gros sujet d'alarmisme aujourd'hui. Or, il y a énormément d'espèces qui reviennent dans notre pays. Il y en a qui vont plus mal, il y en a qui vont mieux qu'avant. Le loup qu'on a réintroduit. Oui, alors il y a une étude d'ailleurs de la Ligue de protection des oiseaux qui vient de sortir sur les rapaces nocturnes, où ils disent qu'ils ne se portent pas si mal, justement. Les grands-ducs, par exemple, c'est un énorme oiseau qui est vraiment en haut de la chaîne alimentaire. Et qui a conquis le territoire de façon assez remarquable, comme la loutre, le castor, des ongulés sauvages. Au milieu d'un problème où un agriculteur avait cassé un barrage de castor pour irriguer son champ. Enfin, il avait pas cassé, il avait décalé. Le castor est une espèce qui va très bien. Et lui s'était fait reprendre par la patrouille en disant que c'était une espèce en danger, c'est ça? Voilà, c'est une espèce protégée qui avait quasiment disparu de France, mais qui revient de façon très très dynamique. C'est plus de 14 000%, je crois, d'augmentation en Europe de cet animal. Et moi, j'annonce quelque chose, c'est que dans moins de 10 ans, je pense qu'il y aura des questions sur le statut de protection du castor, parce que c'est un animal qui va poser beaucoup de problèmes. Dans les cours d'eau, vous voulez dire? Non, mais sur les rives, sur les cours d'eau éventuellement, mais aussi sur les rives, sur des gens qui font de la sylviculture, par exemple. Ça peut faire beaucoup de dégâts. On n'en est pas là, mais c'est comme l'espèce va très bien. Mais donc, en fait, on est accusé de ça, et Mediapart nous portraiture en espèce de facho de l'environnement, si vous voulez. C'est ça. Et donc ça a créé une espèce de tempête dans mon université. Et ils ont tout fait pour détruire ma réputation, si vous voulez. J'ai eu droit à des communiqués de presse contre moi, des campagnes d'affichage dans les couloirs. Mais de la part de qui? De collègues? De certains syndicats et de certains personnels de l'université. Et donc, j'ai pas trop vu cette tempête parce que j'étais concentré, moi, sur ma nouvelle mission, mon travail à l'université. Et le président m'a défendu pendant 3 semaines. Et de guerre lasse, je dirais, vu la situation qui était totalement délirante, il a fini par mettre fin à mes fonctions de direction. Il ne m'a pas renvoyé, je suis toujours salarié, de toute façon, je suis fonctionnaire. Mais il a mis fin à mes fonctions de direction
pour mes opinions exprimées en dehors de l'université, et qui plus est des opinions qui ont été totalement caricaturées pendant 3 semaines, quoi. Donc ça a été vraiment. Donc là, on parle de délit d'opinion qui vous valent votre poste de direction à l'université. Oui, c'est tout à fait ça. Mais le pire, c'est aussi que, si vous voulez, cette opinion a été encore une fois déformée. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on était sur l'anticatastrophisme, et puis les questions d'environnement sont en train de ruiner le pacte social français et ruiner l'économie. Parce qu'on arrive, si vous voulez, on peut plus, comme votre exemple sur les taxes que vous avez données avant. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui s'engagent comme moi, qui sont du sérail. Moi, j'ai été militant de la protection de la nature pendant 30 ans avant de m'engager avec Action Écologie. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes. Vous savez, vous avez François de Rugy, par exemple. Oui, ancien ministre de l'écologie, absolument, qui a été président de l'Assemblée nationale et qui a un parcours finalement assez similaire au mien. Et aujourd'hui, son discours est vraiment très, très... offensif pour dénoncer les excès de l'écologie qui est en train de nous tuer, en fait. C'est ça le message très important. Les ZFE, par exemple, on en parle beaucoup ici sur Sud Radio, les zones à faible émission. Bien sûr. Ce matin, un maire, Marc Jaoul, était invité au micro de Sud Radio pour expliquer qu'il voulait faire tomber cette aberration qui empêche une partie des concitoyens de tout simplement circuler dans les villes. Absolument. Parce qu'en fait, justement, la ville, vous disiez, quel est des sujets sur lesquels ça va mieux. La pollution de l'air, par exemple, comparé à certaines époques du XXe siècle, ça s'est amélioré de façon spectaculaire, en fait. Et on s'en rend même pas compte. En fait, je prends toujours le même exemple. Il y a, après-guerre, si vous voulez, dans les années 60-70, on était obèse d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire qu'on polluait énormément. Beaucoup, oui. Et aujourd'hui, il y a eu énormément de normes, de réglementations, et donc le code de l'environnement a explosé finalement. Et donc, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Sauf que là, on est arrivé d'une certaine manière, on se rapproche de plus en plus de notre poids de forme. Et si vous voulez, et là, on nous demande de maigrir encore. Et là, on est en train de nous tuer. Parce que si vous perdez encore du poids alors que vous êtes à votre poids de forme, vous vous mettez en danger. Et en fait, on en est là sur la situation environnementale. Et c'est là où c'est dramatique. Et ce que les écologistes ne comprennent pas ou refusent de comprendre, en fait. Ouais. Mais c'est-à-dire que, quand on voit la façon dont le climat est traité, on a l'impression qu'il n'y a pas de débat possible. Il y a les rapports du GIEC qui ne sont pas à remettre en cause. Et pourtant, certains membres du GIEC ont des avis divergents. Et puis, il y avait toutes ces déclarations alarmistes. On se rappelle de Al Gore et d'autres qui disaient que là, aujourd'hui, en 2025, normalement, New York aurait dû être sous l'eau, ce genre de déclarations qui n'ont jamais en fait été suivies des faits. Pourquoi il y a cet alarmisme volontaire et pourquoi c'est devenu quasiment une nouvelle religion Oui, alors c'est devenu une religion séculière en fait, où il y a une panique, mais l'écologie n'a pas tellement changé depuis le 19e siècle, c'est avoir un diagnostic de crise. Mais le diagnostic change avec le temps. Au début, c'était les équilibres naturels, après on a eu la couche d'ozone, et plus acide. C'est vrai, on n'en parle plus de la couche d'ozone. Absolument. Le nucléaire. C'est réglé ? Oui, c'est ça. Non, mais on ne sait pas si c'est réglé, mais tout le monde s'en fout. Ce n'est plus le sujet. Et donc, vous avez comme ça ce que j'appelle dans mon prochain livre qui sortira en mai, parce que j'explique toutes ces questions-là. Là, on arrive à chaque fois à une crise qui remplace la précédente. Donc là, on a le climat qui est très important. Le carbone. On va tous mourir avec des projets de décarbonation, mais absolument délirants. 55% baissés d'ici 2030. Nous allons mourir. Ça veut dire la fin de l'économie, en gros. Absolument. Et donc, c'est complètement irréaliste. Tout le monde le sait. Mais tout le monde fait semblant de l'ignorer. Tout le monde non, puisque vous avez Agnès Pannier-Runacher qui y croit vraiment, on a l'impression, quand elle récite ses mantras sur la décarbonation. Stéphane Séjourné, commissaire européen à l'industrie, qui explique qu'on va avoir une industrie décarbonée. Il avait fait une adresse quand il était candidat à ce poste de commissaire, c'était un gloubi-boulga qui voulait rien dire. Oui, parce qu'en fait... il a le job. Oui, parce qu'on est cadenassé par cet objectif. En fait, ce qu'on remet en cause, nous, c'est pas forcément le projet de décarbonation, mais c'est le rythme imposé qui est totalement on le voit avec la voiture électrique, ça fait puisque c'est trop cher, les consommateurs ne suivent pas, et là la machine est grippée, il y a un problème.
Absolument, oui, vous avez tout à fait raison. Toutes ces politiques en plus n'ont pas d'impact, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'on dénonce, n'ont pas d'impact sur le sujet en question. Parce que vous avez beau baisser de très très peu les émissions de CO2, au niveau mondial, ça ne change rien au niveau des émissions, et en plus ça ne change rien au niveau de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. On va en parler justement avec la mairie de Paris, par exemple, qui reste totalement dans cette ligne idéologique et les choix qui ont été faits récemment. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, puis se retrouver avec notre invité Bertrand Alliot pour parler climat, climato-scepticisme et procès en sorcellerie. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on retrouve notre invité en studio, Bertrand Alliot, environnementaliste, porte-parole de l'association Action Écologie, accusé ou le vilain de climato-scepticisme. Pardon, vous êtes plutôt sur la biodiversité, mais il n'y a pas de biodiversité, scepticisme. Oui, comme c'est très dur à dire, finalement, on s'encombre pas. Il y a pas de et terme, on dit climato-sceptique, puis comme ça, on clôt le débat, c'est plus facile. On englobe tout. On parlait justement de ces mesures, de ces mesurettes en fait, qui font croire qu'on fait des choses pour la planète, le climat, et qui, au final, attaquent un peu plus le contrat social chaque jour, les ZFE évidemment, et puis à Paris, on voit que la mairie de Paris continue dans ce délire absolu, avec maintenant une voie de covoiturage, avec des radars qui vont voir si vous êtes seul ou non dans votre voiture, et donc vous flashez, et amende de 135 € si vous osez, le méchant, utiliser la voie de covoiturage seul. On apprend que cette voie, donc issue des Jeux Olympiques, on s'en doutait, tous ces radars n'avaient pas été mis là pour rien, a été mise en place sans étude d'impact. Tout simplement. Pourtant, c'est une règle d'or, normalement, les études d'impact. Mais là, le problème en plus, c'est que c'est que pendant certaines heures, vous voyez. Donc, oui, c'est les heures de forte influence. Voilà, et donc là, on est un peu perdu. C'est comme sur les routes nationales, vous savez, c'est soit 80, soit 90. On est totalement perdu. On lui doit ça. Donc en fait, c'est une complexité administrative qui fait que la vie devient un enfer, parce que on est sans arrêt, corseté par des règles qu'on ne comprend plus, qu'on n'est plus capable de digérer en fait, et c'est là où ça devient délirant en fait. Et en plus, ça ne fait plus de bien à l'environnement. C'est ça mon message clé avec mon exemple de tout à l'heure. Vous pensez qu'on est arrivé à un plateau? Je pense qu'on est arrivé. On peut faire mieux sur certains points parfois. Je dis pas le contraire, bien sûr. Par exemple, sur la pollution lumineuse, par exemple dans les villes, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. On peut faire des économies pareil facilement, et en plus, il y a un bénéfice plutôt sur l'environnement. Attendez, vous avez vu à Bordeaux, ils sont revenus sur cette mesure parce que ça crée de l'insécurité. Oui, alors faut pas le faire n'importe où. Les femmes qui rentraient seules le soir se sont plaintes des rues sombres, et donc l'éclairage public est revenu. Mais elles ont raison. Il y a des endroits où il ne faut pas enlever la lumière. Voilà. Mais je pense qu'il y a des choses à faire assez facilement. Mais sur beaucoup de questions, on est arrivé un peu à l'os, si vous voulez. Et c'est là où pour moi, politique, aujourd'hui un peu sérieuse, ne doit pas s'attacher à faire, mais doit s'attacher à défaire. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans un enfer administratif. Oui, on voit. Et qu'on ne peut plus aller plus loin, quoi. C'est terminé. Donc je pense et puis tout n'est pas obligé de passer systématiquement par une loi pour améliorer notre environnement. Voilà, donc. Mais surtout qu'on voit les industriels ont commencé à faire des efforts, notamment le secteur automobile, sur les émissions. Les industriels aussi vis-à-vis de la pollution. Alors on est loin du principe pollueur-payeur, mais quand même il y a eu beaucoup de progrès. Et puis il y a quand même une schizophrénie incroyable de la part du pouvoir, c'est-à-dire dire qu'on va toujours aller plus loin dans la décarbonation, dans le quota carbone, etc., et vouloir réindustrialiser. Et ça, c'est quand même... Oui, mais c'est ce qu'avait dit Stéphane Séjourné. On ne pourra pas faire de la réindustrialisation sans décarbonation, et inversement, on ne pourra pas faire décarbonation sans réindustrialisation. C'est magique. Fascinant. Mais c'est là pour c'est magique. Oui, non, au contraire. Aujourd'hui, c'est totalement antinomique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une telle pression populaire, j'allais dire, et même politique sur le pacte vert européen. Le pacte vert européen est en voie d'être détruit à moyenne échéance. Parce que ça, encore une fois, ça grève notre économie de façon très importante. Et moi, je suis un passionné d'environnement, d'écologie, de tout ce que vous voulez, d'espèces en général. Mais je vois bien que là, ça craque de toutes parts, et il faut quand même qu'on continue
à se nourrir, qu'on ait une économie performante, etc. Donc, je pense que là, il faut vraiment qu'on se calme un peu sur ces questions et qu'on. C'est bizarre parce que d'un côté, donc l'Union européenne veut continuer dans ce pacte vert d'une certaine façon, et de l'autre côté, va permettre la réintroduction des néocotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles, d'un claquement de doigts, alors qu'on était arrivé quand même à. Alors, il y en a beaucoup qui restent interdits. Il y en avait un qui effectivement. Alors là, c'est la question de la surtransposition, où en France, effectivement, le sujet pour les agriculteurs, c'est au moins d'être au même niveau que les autres pays européens. C'est les betteraviers notamment. Et les betteraviers, oui, vous savez. Par oui, mais c'est très. Oui, mais donc c'est des solutions technologiques qui existent. Et puis il faut voir le progrès qu'ont fait les agriculteurs en 50 ans. C'est énorme sur les questions environnementales. Je veux dire, on se rend même pas compte des progrès qui ont été faits. On dirait qu'on est arrivé qu'on fait rien, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez remarqué que plus la législation augmente, plus il y a de normes, et plus la situation est catastrophique. Ah oui, si on écoute, donc manifestement ça ne marche pas. Ben oui, mais pourtant il faut plus d'Europe. Ça ne marche pas, mais il faut plus. Oui, c'est ça. Il faut plus de règles, surtout. Plus de règles européennes. Mais ça peut plus durer comme ça, parce que plus on a encore une fois, le renforcement de la législation n'a plus d'effet sur la qualité de notre environnement. Je parle en Europe. Il y a plein de pays dans le monde en développement où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à améliorer chez nous. Je dis pas le contraire, hein. Mais on est vraiment sur. Et sur le débat en fait scientifique, puisque c'est suite à cette absence de débat que vous avez été mis au banc de cette communauté, pourquoi le débat est à ce point-là craint, interdit sur ces questions de biodiversité et de climat? Pourquoi? Alors oui, la biodiversité et le climat, ce sont les deux sujets qui nourrissent le catastrophisme et la décroissance. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans un phénomène vraiment religieux, sur lequel se greffent des intérêts après. Parce que plus il y a de règles, plus il y a des gens qui se nourrissent des règles et de l'argent qui est déversé sur l'écologie, etc. Oui. Mais au début, il y a quand même une espèce de mysticisme d'une religion séculière, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, mais l'écologie a toujours été comme ça, c'est un diagnostic de crise. Mais si vous avez une crise telle qu'ils la décrivent, les écologistes radicaux, il faut des politiques de salut public. Il y a une cohérence de cette pensée, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je dis, il faut discuter ce diagnostic de crise, parce que c'est elle qui implique ces politiques de salut public délirantes. D'accord ? Le problème, c'est quand on s'attaque à ce diagnostic, on est ostracisé. Pourquoi ? Parce que c'est sacralisé, en fait. Pourquoi c'est sacralisé, ce diagnostic de crise ? Parce qu'il permet ce discours sur le salut. Et quand on a un discours sur le salut, on est entré dans la religion. Vous comprenez? Et donc, en fait, ce diagnostic... Oui, et puis tout le monde doit dire oui. Enfin, on ne peut pas refuser de faire du mieux pour la planète. Hein. Oui, mais... Personne ne peut dire non à ça. Oui, mais en fait, les sujets catastrophistes, aujourd'hui, moi, je pense peut-être nous sommes au bord d'une crise. Il y a plein de choses qui se passent au niveau géopolitique, aujourd'hui. On ne parle pas du poids écologique de la guerre. Hein. Ça, voilà, par contre, oui, il y en a qui en parlent. Vous savez, Jean Covici, par exemple, parle de ça. Enfin, là, on risque pas de gagner la guerre si on commence à faire du bilan carbone. Non, c'est impossible. Oui, c'est ça. Donc, on est dans une situation très très particulière, oui. Et donc, pour sortir du mysticisme, il y a des pistes. Écoutez, non, c'est le temps qu'il faut ça, parce qu'il y a eu des idéologies, des grandes idéologies au XXe siècle. Il a fallu du temps, et il faut des crises. Aujourd'hui, il y a deux crises qui arrivent. Une crise financière, vous en avez parlé juste avant avec M. Touati, et il y a une crise aussi quand même géopolitique et le possible retour de guerre. Et là, ça va nous permettre malheureusement de faire du tri dans nos préoccupations. Et ça, ce sont des événements qui risquent de nous faire réfléchir. Autre élément aussi, c'est qu'on est épuisé par le catastrophisme. Les gens sont épuisés, ils écoutent même plus. Donc, sur les crises après crise, on n'en peut plus. Alors là, ils essayent de remplacer la crise du climat par la crise de la biodiversité, sur l'histoire d'écologie. Parce qu'on fatigue un peu sur l'histoire climatique, donc on renforce un peu l'histoire de la biodiversité. Alors moi, j'arrive là, avec mes gros sabots, évidemment, et à l'université, vous voyez l'effet que ça fait. Et ça dit aussi des choses sur ce que devient l'université française. Le monde de la recherche et l'université, Voilà, en plus, je tiens à le préciser, dans l'administration de la fac. Je n'ai pas de rôle sur la recherche, sur les programmes de recherche. Les chercheurs sont indépendants. Donc j'ai été saqué, et en plus j'ai un parcours dans le milieu de la protection de la nature que tous ceux qui m'ont pourchassé pendant un mois n'auront jamais. Vous comprenez? C'est fascinant. 15 années et au-delà. J'ai 30 ans de militantisme, etc. Vous êtes un militant écolo, c'est ça qu'il faut rappeler. Oui, en tout cas à l'origine. Aujourd'hui, je critique parce que ça va trop loin. Mais par exemple, j'avais créé sur le campus une association qui s'appelait Paris Est Nature pour favoriser la biodiversité sur le campus. Et l'université
10 ans après moi, a mis en place en interne des politiques pour favoriser la biodiversité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais 10 ans d'avance sur l'université. Mais ça n'a pas empêché les gens, vous voyez, de me critiquer, de me saquer. Alors ça, ils ne l'ont pas rappelé, évidemment. Donc c'est fascinant, quoi, ce qui se passe. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité, Bertrand Alliot, porte-parole de l'association Action Écologie. On vous invitera évidemment pour ce livre qui sort au mois de mai. On sera très intéressé d'en lire le contenu. On va marquer une courte pause et se retrouver à 13h sur Sud Radio pour parler du conflit en Ukraine et des déclarations martiales du président français ainsi que la réponse russe avec Caroline Galacteros qui sera notre invitée. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette deuxième heure sur Sud Radio est Caroline Galacteros, géopolitologue, présidente du think tank Géopragma et aussi animatrice de la chaîne YouTube Paix et Guerre. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors, très heureux de vous avoir sur le plateau pour parler des dernières déclarations d'Emmanuel Macron par rapport à ce conflit en Ukraine, les 800 milliards de dettes proposées par l'Europe pour l'armement européen. Et puis une question, pourquoi les Européens veulent continuer la guerre alors que Russes et Américains sont en train de se mettre d'accord, avec y compris les Ukrainiens qui sont d'accord pour les terres rares, le deal proposé par Trump. Quel est l'intérêt aujourd'hui des Français, des Européens de continuer cette guerre? Aucun, là, soyons très clairs, il n'y en a aucun. L'Europe est en train de s'enfoncer, de creuser gentiment avec sa petite pelle, avec toutes ces petites pelles, tous les petits dirigeants européens qui suivent cette ligne complètement jusqu'au boutiste, complètement absconse et surtout basée sur des mensonges. Quels mensonges? Des mensonges que même les Américains sont en train de dévoiler, d'avouer. Sur la guerre par procuration, par exemple. La guerre par procuration, ça c'est le dernier. C'est Marco Rubio qui l'a dit. Voilà, on a voulu cette guerre, on l'a menée. La Russie n'a pas voulu, elle a été obligée de faire ce qu'elle a fait. Elle n'a jamais voulu envahir l'Europe. Enfin, tout est en train de tomber. Il y a une espèce de voile de rideau lourd. De mensonges et d'illusions aussi qui tombent. Et nous, qu'est-ce qu'on trouve d'intelligent à faire? On fait de la résistance. On fait de la résistance et on s'imagine qu'avec nos petits bras et nos petites déclarations, on va arriver à entraver un mouvement géopolitique colossal qui dépasse l'Ukraine, l'Europe et le reste, qui s'applique au monde entier. Nouvel ordre mondial, là, en l'occurrence. Là, un nouvel ordre mondial. Encore un. Un nouvel ordre mondial, pardon. Mais cette fois-ci, entre guillemets, intelligent. Le grand marchandage dont moi je parle depuis des mois, parce qu'on le voyait venir, on le sent, il est en train de se mettre en place au Moyen-Orient, partout, en Europe, entre les Russes, grâce à la reprise d'un dialogue enfin de niveau stratégique entre la Russie et les États-Unis. Mais on devrait s'en réjouir. Et ça devrait, on devrait au contraire porter et être pour une fois des relais intelligents de ce virage géopolitique majeur. Mais comme d'habitude, on l'interprète, on le mésinterprète. Voilà, parce qu'idéologiquement, ça ne nous va pas en fait. Ça ne nous va pas tant qu'on était les vassaux d'une politique et d'une idéologie complètement belliciste, va en guerre et vouée à l'échec. Vis-à-vis de la Russie, là on était content. Maintenant qu'on a un réaliste qui nous dit non mais on arrête les frais, il y a plus intelligent à faire. Alors là, on est non seulement orphelin d'un coup, mais on est fou furieux. Mais est-ce que c'est pas parce que ce qui reste de l'idéologie néoconservatrice de Washington a fait son nid à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, tout à fait. Et aussi dans les chancelleries. Enfin, Emmanuel Macron, on le voit, est sur une ligne anachronique aujourd'hui, qui est celle de Biden, de l'administration démocrate et de tous les néoconservateurs américains qui font de la Russie l'ennemi perpétuel. Et pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron, dans son discours, parle de menaces existentielles, de la Russie qui a violé les frontières. Enfin, c'est des déclarations fortes qui sont très mal reçues d'ailleurs en Russie. Ce sont des déclarations fortes qui sont très mal reçues évidemment à Moscou et on lui a déjà renvoyé deux, trois déclarations extrêmement cinglantes. Je pense
à celle de Dimitri Medvedev notamment, qui a expliqué que Emmanuel Macron bientôt ne serait plus au pouvoir. On en avait encore pour 2 ans, il fallait en gros tenir, n'est-ce pas, et que pour le reste, il racontait en fait n'importe quoi. Voilà. Donc on est vraiment, c'est très difficile pour moi de dire ça en tant que Française, parce que là on atteint des sommets d'incompréhension et de contretemps diplomatique et géopolitique. Oui, parce que le dialogue est grave. Définitivement rompu. On voit bien Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui dit « Moi, je réponds pas à Lavrov s'il m'appelle ». C'est quand même le rôle d'un diplomate de parler à la partie adverse, même si on en est à ce niveau-là de crise. Mais il faut répondre au téléphone, non ? Mais je crains que notre ministre des Affaires étrangères, ou étranger aux affaires, comme un de ses prédécesseurs, ne comprenne pas bien qu'en fait, qu'il parle à Lavrov ou pas, qu'il veuille le faire ou pas, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est plutôt que Lavrov le considère désormais comme quantité négligeable. Donc effectivement, vous l'avez très bien dit, il y a un nid, il y a une espèce de gouvernement en exil néoconservateur américain en Europe. Voilà. Et qui fait le siège et qui s'est incrusté, qui s'est installé dans les institutions bruxelloises. Qui était avant simplement un bras avancé, si vous voulez, un proxy aussi d'une certaine façon. Mais là, il y a cette espèce de combat finalement américain, inter-américain, si vous voulez, qui est mené depuis l'Europe. Contre la nouvelle administration américaine. On va écouter d'ailleurs Raphaël Glucksmann, député européen, à propos de ce combat qui doit être mené contre la Russie. On a besoin de la guerre en Russie, dans le régime de Poutine, pour survivre. Ce régime est fondé sur l'idée d'une conflictualité avec nous. Quand les Russes attaquent les hôpitaux en France et empêchent les docteurs français d'accéder aux dossiers médicaux des patients français, comme à Corbeil-Essonnes, pas loin d'ici, eh bien, ce n'est pas en Ukraine que ça se passe, c'est en France. Quand ils financent des partis politiques subversifs qui veulent casser le projet européen et mettre à mal nos démocraties. Cela se passe chez nous. Quand ils font des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, cela se passe dans nos téléphones. Quand ils taguent, quand leurs agents taguent des étoiles de David dans les rues de Paris pour créer une atmosphère de guerre civile dans notre nation, cela se passe chez nous. Alors là, on entend tous les éléments de langage du discours néoconservateur. La Russie qui vit par et pour la guerre, c'est exactement ce que faisaient les États-Unis. Voilà. Alors je vous laisse décrypter. Oui, non, mais là encore, c'est complètement orwellien. C'est un truc, c'est fabuleux. C'est-à-dire, je pense que tous ces gens, en fait, prennent ce qu'ils font, le projettent sur ce qu'ils considèrent comme étant leur adversaire, et renverse sans arrêt l'argumentation. C'est vrai, les étoiles de David, ça a été prouvé que là, c'était de l'ingérence. Oui, alors tout à fait. Ça, c'est le point où peut-être Glucksmann a éventuellement un point. Parce que les hôpitaux, le reste, les hôpitaux, je crois qu'il a été prouvé qu'en fait, c'était les Ukrainiens et Polonais. Alors la Russie, qu'est-ce qu'il a dit après les campagnes de désinformation, les partis subversifs, qui veulent faire capoter le projet européen. Voilà, ça, on est dans quelque chose de particulier. Mais on est dans le grand mensonge européiste, c'est-à-dire toujours cette espèce de discours qu'il faut absolument imposer aux Européens et faire avaler aux peuples européens que la seule voie de l'Europe possible, c'est une voie d'intégration totale, de dilution des États-nations, de fin des États-nations, de fédéralisme pur, et qu'à partir du moment où finalement il y a des puissances, mais aujourd'hui c'est les États-Unis, donc là lui il explique que c'est la Russie, où des puissances travaillent avec des États, c'est-à-dire veulent de véritables interlocuteurs étatiques et non pas purement technocratiques. Eh bien, c'est subversif, parce qu'en fait, ça ruine leur affaire. Et leur affaire, aujourd'hui, on le voit avec cette question de soi-disant, donc on est en guerre contre une menace existentielle que ferait peser la Russie sur l'Europe. Enfin, c'est pas au niveau, en fait, on n'est vraiment pas au niveau de l'histoire, là. Et on est en train de vouloir, grâce à ça, en fait, grâce à tout ce discours, faire rentrer, et ça c'est très inquiétant, les questions de défense et de politique étrangère, qui jusqu'à présent ne l'étaient que très partiellement, dans
comment dirais-je, l'escarcelle des compétences de la Commission, surtout européen, en dépossession du Conseil. Donc on est vraiment, en fait, on se sert de ça. Ça va au-delà. On se sert de Trump pour accélérer la fédéralisation européenne. Oui, voilà. et sans question posée sur l'endettement des pays européens. On en parlait avec Marc Soiti en première partie. Mais nous sommes tellement riches, en tellement bon état. Alors il y a quand même évidemment cette question de la Russie qui envoie les chars en Ukraine, donc la souveraineté ukrainienne qui est en question. Donc c'est normal que l'Ukraine se défende et qu'elle soit soutenue par les pays européens. Maintenant on voit que toutes ces années de guerre ont fait beaucoup de morts, avec une ligne de front qui n'est pas figée et qui reste fragile. Et la réponse c'est continuons alors que la paix est à portée de main. Mais maintenant l'expression consacrée c'est une paix juste et durable. Plutôt que la paix de Poutine, qui serait la paix de Trump. Donc on attaque Trump sur le fait qu'il serait un agent russe même. Oui, bah bien sûr, il manque plus que ça. Non, ce sont deux réalistes. Voilà. Donc la paix juste et durable, je pense effectivement que c'est le retour, et je le dis depuis très longtemps, à la neutralité de l'Ukraine, la fin de l'utopie d'une Ukraine dans l'OTAN, parce que ça c'est quand même la pomme de discorde. Voilà. Simplement, comme d'habitude, on prend l'idée d'une paix juste et durable et on l'applique à des exigences injustes et qui vont forcément nourrir le conflit. Comme d'habitude, ça n'est pas en continuant à nourrir ce conflit qui se passe essentiellement au détriment de l'Ukraine, du peuple ukrainien, de la jeunesse ukrainienne et beaucoup plus qu'au détriment des forces russes qu'on va aider l'Ukraine. Faut arrêter de dire n'importe quoi en fait. On est vraiment dans des... Pour moi, enfin soit c'est de la mauvaise foi complètement avérée, soit c'est de l'instrumentalisation du changement de pied américain pour favoriser l'Europe de la défense, etc., et trouver finalement des dérivatifs aux problèmes structurels économiques et sociaux de l'Europe, et notamment de la France, soit c'est des problèmes cognitifs. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on comprend pas, quoi. Mais un principe européen, c'est le Conseil européen où les chefs d'État se rencontrent et discutent et votent à l'unanimité pour l'Europe de la défense, par exemple. Il y a un caillou dans la chaussure, c'est Viktor Orban, président hongrois, qui ennuie beaucoup les européistes. Raphaël Glucksmann disait d'ailleurs ce serait bien d'arrêter avec l'unanimité. Tant pis pour Orban. S'il vote pas, il vote pas, et on se passe de son vote. Ça, c'est un projet aussi qui est dans les tuyaux. Arriver à casser l'unanimité au Conseil européen pour des questions aussi stratégiques. Bien sûr, non mais il faut comprendre que Bruxelles, la technocratie européenne et la Commission sont truffées de gens comme Monsieur Glucksmann et le Parlement aussi d'ailleurs. C'est-à-dire des gens qui sont des agents d'influence d'un agenda qui n'est pas du tout celui d'une Europe forte. C'est parce qu'ils pensent, eux. Ils pensent faire le bien et une Europe forte de la défense. Non, mais il faut s'intéresser un peu au pédigré, en fait, au passé de tous ces gens. C'est assez intéressant. J'invite vos auditeurs peut-être à le faire. Ça se trouve, tout ça est assez ouvert. Notamment, bien sûr. Voilà. Donc, mais pas seulement, le financement. Enfin, donc, tous ces gens-là sont en fait anti-européens. Parce que dans la situation présente, que devrait faire l'Europe ? Que devrait faire l'Europe si elle voulait tirer son épingle du jeu géopolitiquement ? Parce que là, elle est en train de disparaître. Parce que tout ça, ça va se terminer comment ? Ça va se terminer par un genou à terre avec Donald Trump à un moment donné ou à un autre, avec les États-Unis. Ils vont les remettre au prix gentiment. Mais entre-temps, on va continuer à nourrir... s'endetter et de continuer dans des discours... Donc on disparaît de la scène géopolitique globale. C'est quand même dramatique. On n'était déjà pas très puissants. Alors là... On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec notre invitée Caroline Galacteros. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser vos questions à l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invitée Caroline Galacteros, géopolitologue, présidente du think tank Géopragma, et aussi votre chaîne Paix et Guerre sur YouTube pour parler de ces questions géopolitiques comme on le fait aujourd'hui. Alors, on va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'issue du Conseil européen hier, notamment sur cette proposition de cessez-le-feu et la nature réelle du président Poutine. Je connais bien le président Poutine, donc la seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. Nous avons démasqué son jeu.
s'il y a un cessez-le-feu, ce n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. Donc là, on voit que les Européens veulent pousser à un cessez-le-feu qui sera refusé par la Russie pour dire que c'est lui le danger. Et ce terme impérialiste révisionniste, puisque lui parle de puissance impériale parce que Poutine l'a comparé à Napoléon. Hein. Il faut savoir que c'est une réponse par rapport à ça. Oui, alors c'est une réponse par rapport à ça, et il a rappelé qu'il serait intéressant que les Français se souviennent ce qui est arrivé à Napoléon en Russie. Mais ce qui est très drôle, c'est que là encore, le président de la République fait une inversion. Parce que quelle est la réalité ? La réalité, c'est que depuis déjà quelques mois, les Russes disent « nous ne voulons pas de cessez-le-feu temporaire ». Parce que, évidemment, ce ne sera qu'une pause pour l'Ukraine qui permettra à ses sponsors de continuer à lui donner des armes et de l'argent pour que reprennent les combats. Les combats, bien sûr. Oui. Or là, que fait Emmanuel Macron ? Il dit non, c'est la Russie qui veut reprendre les combats. Donc déjà, il n'a pas bien compris, je pense, en fait, que militairement, si vous voulez, la Russie, elle continue là en ce moment les combats. Hein. Elle peut continuer, et ça va très mal dans certaines zones, notamment vers Kharkov, notamment à d'autres endroits. Donc on n'est pas du tout dans la situation militaire que le président a l'air d'évoquer ou d'évaluer, en tout cas. Deuxièmement, la Russie, puissance impériale, donc soi-disant impérialiste et révisionniste, c'est quand même énorme. Je veux dire, qui avance, sinon l'OTAN, depuis les années 90 vers les frontières russes? Qu'a fait la Russie en termes impériaux ou impérialistes? Enfin, c'est pas leur sujet. D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que dans nos médias, bien sûr, jamais les réponses russes ne sont reprises, quasiment jamais. Déjà, les chaînes russes ont été interdites. Hein, oui, non, mais même quand un Lavrov ou un Poutine dit des choses importantes, c'est silence radio. Donc on ventriloque avec nous-mêmes, si vous voulez. On est en vase clos avec nous-mêmes. Mais les Russes ont clairement dit à de multiples reprises que la Russie c'était le plus grand et le plus riche des pays du monde, qu'elle n'avait que faire de l'Europe. Tout le monde le dit. Mais c'est clair. Mais qu'ont-ils à faire de l'Europe? Enfin, soyons sérieux. Vous avez encore Maria Zakharova, qui est porte-parole de Lavrov, enfin, du ministre russe des Affaires étrangères, qui a dit, les Baltes, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire des Baltes? Ils sont en train de sonner le tocsin, peut-être, ils sont dans les sommets européens pour faire quoi? Pour prendre du café et des sandwichs? Je veux dire, ça sert à rien. La Russie n'a pas besoin de ça, c'est pas le sujet. La Russie, elle veut juste que ses préoccupations sécuritaires soient prises en compte. Elle en parle depuis 2007. Et c'est ce que dit Lavrov, en disant que justement, il y a des garanties de sécurité pour l'Ukraine qui sont avancées par les Européens, mais absence de telles garanties par rapport à la Russie concernant la suite, notamment. C'est évident. Donc c'est ça le sujet, et c'est ça qui va être traité avec Washington. Et donc, ce qui est absolument renversant de bêtise, c'est que pour des raisons soit de politique interne, soit économique, soit de vouloir pousser le fédéralisme européen, etc., les Européens sont en train de se mettre en travers d'une immense stabilisation des équilibres du monde, mais justement, pour exister, dont l'Europe sans doute. a tout à gagner. Oui, mais alors, il y a l'autre des vue choses sérieuses aussi, c'est par exemple Monsieur Lecornu, ministre des Armées, qui explique que la Russie est une menace réelle pour la France. On va l'écouter. Moi, je suis ministre des Armées. Vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. Mais la réalité, c'est que, oui, un pays qui s'est habitué à sa survie politique par de l'agressivité extérieure et dont désormais l'économie repose en grande partie justement sur un effort de guerre, il n'y a pas grand-chose à attendre de positif de ce côté-là. Alors c'est drôle parce que les Européens sont en train de se mettre en mode économie de guerre eux aussi, à creuser la dette et à mettre des milliards de dettes dans l'industrie de l'armement également, avec aussi le fléchage de l'épargne vers cet armement. Donc qui en fait peur à l'autre dans ce jeu de la course à l'armement? Je pense que franchement l'Europe ne fait pas peur à la Russie, franchement. En revanche, nous, on est en train de se faire peur à nous-mêmes. Voilà, et on est en train de prendre des décisions
qui vont nous mettre dans une situation très très compliquée à détendre et à restaurer avec la Russie. Et quand l'équilibre entre les États-Unis, entre Washington et Moscou, se sera bien développé sur plein de théâtres d'où nous serons exclus. C'est déjà le cas en Afrique, clair. par exemple. C'est le cas en Afrique. Au Moyen-Orient, on va nous donner 3 miettes. En Europe, voilà, vous avez vu les déclarations de Donald Trump sur l'OTAN. Donc, on va n'être quasiment plus rien. Et on aura l'air de quoi ? Et comment est-ce qu'on va restaurer ? La Russie, c'est notre voisin, c'est pas le voisin des États-Unis. Oui. Deuxièmement, nous avons un problème, j'allais dire, d'ordre stratégique au sens strict du terme, c'est-à-dire d'ordre nucléaire. Il y a un équilibre stratégique sur cette planète qui a été mis en danger par les agissements essentiellement américains à partir des années 90, à partir de la fin de la guerre froide, que la nouvelle administration américaine, qui en a pris conscience et qui a pris conscience que ça n'était pas dans son intérêt de poursuivre là-dessus, est en train d'essayer de restaurer. Donc là aussi, le dialogue va se faire. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? On est en train de dire, mais nous aussi, on est nucléaire. Et puis nous aussi, on peut faire profiter l'Europe. On peut se substituer. La France, en l'occurrence. Ce que ne fait pas le Royaume-Uni, qui est une puissance nucléaire aussi, mais qui n'a pas proposé aussi généreusement qu'Emmanuel Macron un parapluie nucléaire au reste de l'Europe. Alors, l'Angleterre ne fait rien nucléairement sans l'Amérique. C'est de la double clé. Donc, l'Angleterre, elle peut rien proposer du tout. De toute façon, elle a une armée en morceaux. Donc là aussi, c'est du grand blabla. C'est du grand n'importe quoi, en fait. C'est pas sérieux du tout, tout ça. C'est pas à la hauteur des enjeux. C'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. Donc, nous, on est en train d'expliquer qu'on va mutualiser notre... qu'on va devenir le nouveau parapluie, en fait, des Européens. Nucléaire. Et que bien sûr on gardera notre seul doigt sur le bouton, chouette, heureusement, parce que sinon on serait en contravention quand même avec le TNP, le traité de non-prolifération. Donc là, d'ailleurs, ça poserait Trump des problèmes veut relancer un acte de démilitarisation, de baisse des ogives nucléaires entre Washington et Moscou. Mais il l'a dit il y a déjà quelques semaines et ça a fait partie. Hier. Il l'a redit hier et ça a fait partie aussi des choses qui ont été évoquées pour lesquelles a été créé un groupe de travail à Riyad dans le premier round de la reprise du dialogue. Ouais. Voilà. Donc on est là-dedans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Donc nous, on dit qu'on va. Nous, en fait, on se met dans une situation extrêmement grave parce que si demain il y a des provocations venant de battants-guerre, de véritables bellicistes, anti-russes primitifs, genre les Baltes. Alors les Polonais, je pense que les Américains sont en train. Faut comprendre les pays baltes qui ont été déjà envahis, qui ont eu des soucis d'attaques cyber massives, notamment l'Estonie. On comprend aussi leur position. Non, mais qu'on la comprenne, c'est une chose. Qu'on appuie sur notre bouton nucléaire pour aller. On n'en est pas là. Eh ben oui, mais c'est ça, quand vous proposez la mutualisation, ou alors faut se taire, quoi. Faut se taire, voilà. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et se retrouver dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Si vous souhaitez réagir ou poser vos questions à Caroline Galacteros, notre invitée. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Et on se retrouve en plateau avec Caroline Galacteros, notre invitée, pour parler des dernières déclarations d'Emmanuel Macron et du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui disait que les services de renseignement prenaient aujourd'hui la Russie comme une menace. Ce n'est pas anodin. On a vu ces affaires d'étoiles de David, d'influence sur les réseaux sociaux. Pourquoi se mettre dans cette position aujourd'hui? Vous dites que la Russie finalement n'a pas d'intérêt, mais elle a peut-être un intérêt quand même à affaiblir l'Union européenne. Non, mais je ne dis pas qu'il faille considérer la Russie comme, évidemment, après tout ce qui s'est passé au bout de 3 ans, comme un allié ou quelqu'un à qui il faut faire confiance sur sa bonne mine, etc. Évidemment. Et nos services doivent, parmi d'autres menaces, s'intéresser évidemment à toutes les tentatives de déstabilisation. Enfin, tout ça va de soi. En revanche, il est inquiétant. Parce que les services, ils travaillent pas comme ça tout seuls de leur propre initiative. Ils travaillent sur instruction, sur orientation, sur instruction, etc. Donc, faire en sorte que l'état d'esprit et la posture mentale de tous les analystes de nos services
soit désormais verrouillé en fait à partir de l'idée que la Russie est une menace, c'est quand même très embêtant, si vous voulez. C'est comme, j'écoutais le Premier ministre ce matin, moi j'ai travaillé pour un organisme chargé d'informer et de donner des éléments de décision au Premier ministre. J'ai quand même fait ça pendant plus de 10 ans. Là, vous vous dites, mais où est passé cet organisme? Il n'existe plus. Dans les Invalides, il y a eu une bombe, il y a eu quelque chose. Qu'a dit François Bayrou ce matin? Mais la même chose, c'est-à-dire il décline le même discours. Mais il y a une pauvreté, il y a une indigence d'analyse, il y a une mauvaise foi patente. Enfin, je pense que, enfin, je peux pas croire qu'on soit à ce niveau-là de désinformation. Non, d'incompréhension, d'incapacité à comprendre. C'est trop lourd, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de la part d'Emmanuel Macron de pousser vers cette pensée binaire, hein, de dire soit vous êtes avec moi, soit contre moi, un peu à la George Bush, en disant soit vous êtes pro-européen, soit vous êtes pro-russe. Alors qu'il n'est pas question du tout d'être dans cette pensée binaire. D'ailleurs, Trump n'est pas là-dedans. Lui, il est dans le pragmatisme et le réalisme économique, surtout. Or, on a l'impression que l'idéologie prime sur tout, et ces derniers jours, sur les différents plateaux, les déclarations des responsables politiques, on est complètement dans cette pensée binaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dialoguer avec les Russes. Hein. Non. Mais c'est ce qu'on dit depuis 3 ans, et jusqu'à présent, effectivement, on était soutenu par Washington, et on était là pour relayer, répandre, diffuser cette espèce de mentalité binaire et manichéenne. Là, maintenant qu'on est prêt à contre-pied par un virage vraiment très sec, de la nouvelle administration qui dit ça suffit maintenant, voyons les choses telles qu'elles sont, discutons. Non, mais c'est pas seulement il y a trop de morts. C'est ce que dit beaucoup Trump. C'est un échec. C'est un échec. Comme ça, non, bien sûr, mais c'est un échec flagrant américain. Mais pour la Russie aussi, finalement, il y a très peu de territoires qui ont été repris. Kiev n'a pas été prise. Enfin, on voit bien qu'il n'y a pas non plus de grand succès militaire de la Russie. Si vous voulez, d'abord, il faut, à mon avis, enfoncer un coin dans un mensonge qui a été dit, ressassé, rabâché, et on finit par y croire. C'est que la Russie voulait prendre l'Ukraine. Il y a eu une colonne de chars qui allait sur Kiev dans les premiers jours de l'opération spéciale à l'époque. Non, mais on prend pas l'Ukraine avec 30 000 hommes ou avec 100 000. Enfin, soyons sérieux. Donc, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de dégager ce gouvernement fantoche. Et là, ça a été un échec. Et de faire en sorte, tout de suite, qu'il y ait un effet de conscience, un effet de rationalité, et que il y ait un retour de l'Ukraine et d'un Zelensky à la lucidité, c'est-à-dire je ne veux plus être dans l'OTAN, je renonce à ça, etc. Ça ne s'est pas fait comme ça. Non. Et la Russie a fait ce fameux accord qui n'a pas été respecté par les Ukrainiens, grâce à Boris Johnson, etc. Parce qu'il faut rappeler que le Zelensky, il a été mis au pouvoir, bien sûr, par les Américains, etc., via toute une opération psychologique. Le Maïdan de 2014, etc. Et puis même en 2019, il est arrivé, après sa fameuse série télévisée, etc., etc. Mais il est arrivé sur un programme de paix avec la Russie, de paix. Et de lutte contre la corruption. Or, pas le lendemain, mais presque, hop, à peine au pouvoir, à peine élu. Il dit, non, en fait, on va faire la guerre. Voilà. Guerre qui se préparait, que nous préparions, nous, l'OTAN, depuis 2015. Donc, faut quand même arrêter de prendre les gens pour des truffes. Justement, Volodymyr Zelensky, on a vu la scène dans le bureau ovale où Donald Trump lui fait la leçon, l'humilie quasiment avec J.D. Vance, le vice-président, en disant qu'il n'est pas assez reconnaissant, que c'est l'Amérique qui a donné de l'argent et qu'aujourd'hui il devrait arrêter. Après ça, il est allé à Londres avec tous les, enfin pas tous, mais quelques leaders européens pour enfoncer le clou. Il était encore invité à Bruxelles hier. Il est traité en héros de la résistance et ça continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause sa légitimité alors qu'il n'est plus président officiellement depuis plusieurs mois déjà. Et Donald Trump qui appelle à des élections en Ukraine. Donc c'est quand même quelque chose d'étonnant. Ça prouve la, comment dirais-je,
le niveau de déconnexion, en fait, des Européens vis-à-vis de ce qui va se passer réellement. Parce qu'à la fin, cette paix, je l'ai toujours dit, va se faire entre la Russie et les États-Unis. Et l'Ukraine, alors, dans tout ça? Mais l'Ukraine était un instrument, puisque les Américains viennent de l'avouer. C'est un proxy. Bon, bah alors c'est clair. Donc, l'Ukraine est la victime de tout ça. Oui. L'Ukraine a été l'instrument d'une offensive qui a échoué. Voilà, donc c'est clair. Donc quand on a notre Premier ministre qui explique qu'on ne peut pas avoir de capitulation, mais le problème c'est que ça se fait pas dans un nuage, la paix. Ça se fait sur la base du réel. Le réel, c'est quoi? C'est que la Russie a intégré formellement dans ses frontières officielles, celles de la Fédération de Russie, les 4 oblasts. Donc en fait, ce que les Russes demandent, et ils vont l'obtenir, c'est que les forces ukrainiennes qui sont encore un peu dans certaines parties, notamment des oblasts du Sud, Kherson et Zaporizhia, se retirent. Et elles vont se retirer. Parce que Donald Trump va y veiller. Si vous voulez, il y a un effet de force. Il faudrait quand même comprendre, parce qu'on est là, oh, la géopolitique, c'est scandaleux, la réalpolitique. Mais en fait, ça marche toujours comme ça. Oui. Là, ce qu'on a eu dans le bureau ovale, c'est juste qu'on a fait face à la presse internationale. C'est ce que voulait Trump, que ce soit montré. Oui, que ce soit montré, que ce soit montré aux Européens. Montrer comment ça se passe, parce que ça se passe comme ça sans les caméras. Exactement. Lui a voulu montrer comment ça se passe devant les caméras. Exactement. Vous croyez pas qu'ils prennent le thé? C'est pas des diplomates, les chefs d'État. C'est pas des diplomates. Hein, donc ils sont là, voilà, on leur a préparé des trucs, des dossiers, des machins, des positions. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce que les autres veulent, ils savent ce que les autres font, ne font pas, de quel niveau ils en sont, et ils appuient, quoi. C'est vrai, mais justement, aujourd'hui, on voit bien que tout le problème de cette paix de Trump, c'est que elle est d'une certaine façon une capitulation ukrainienne par rapport aux frontières, par rapport à la Crimée. Comment ça se passe en Ukraine par rapport à la population civile? Est-ce qu'il y a le sentiment d'un abandon des États-Unis? Est-ce qu'on attend beaucoup des Européens? Est-ce que vous savez comment aujourd'hui, quelle est l'opinion publique ukrainienne? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de divergences sur l'ampleur du soutien résiduel à la politique d'un Zelensky qui a longtemps été vu comme un héros, bien sûr. Enfin, depuis qu'il enlève Manu Militari, les gamins à leur mère ou les maris à leurs femmes dans les rues de Kiev pour les envoyer se faire tuer en 2 jours. Bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur. Moi, les quelques contacts et échos que j'ai directs, c'est des gens qui ont juste peur d'être enrôlés dans l'armée, qui ont peur des commissaires politiques, qui ont peur de l'appareil, si vous voulez, d'État et de sécurité ukrainien et de gens qui voilà. Oui, parce qu'on en parle peu aussi de ce côté-là des médias occidentaux, mais la censure des médias en Ukraine. Des opposants aussi, des religions, l'Église orthodoxe russe qui a été totalement censurée. Tout ça est passé totalement sous silence. Ah bah bien sûr, puisque Zelensky c'est Churchill, je vous rappelle, donc c'est une figure héroïque, sublime. Enfin, c'est du grand guignol en fait. Et en fait, le grand guignol est en train de se fracasser sur le réel. Ouais. Et le réel, il est terrible, il est terrifiant, et à mon avis, le peuple ukrainien, si demain il y avait des élections, c'est pour ça que Trump en demande d'ailleurs, je pense que la messe serait assez vite dite pour Zelensky, et Zelensky doit de toute façon être écarté. Ce qui est intéressant, c'est que son ancien chef d'état-major, qui a été récupéré par Londres et fait ambassadeur d'Ukraine à Londres, Zaluzhny, qu'on voyait comme une possible alternative, etc., vient de faire des déclarations anti-Trump. Donc manifestement, l'Angleterre, qui est aussi en très mauvaise posture vis-à-vis de Washington et de la nouvelle administration, essaie toujours de pousser ses pions, parce que l'Angleterre, depuis le début, est sans doute était vraiment très en avant de la main. C'était vraiment le dispositif avancé des néoconservateurs américains
en Ukraine. Et c'est eux qui ont poussé via Boris Johnson à refuser les accords de paix dans les premiers jours. Et qui sont partout, et qui protègent Zelensky, et qui sont partout, qui sont infiltrés partout. Partout, sont en y Ukraine, compris dans les opérations. Manœuvre, voilà. Sûr, Donc les Britanniques, ils sont vraiment aussi en mauvaise posture. Donc ils la ramènent un peu comme nous sur le thème Matamor. Nous pouvons mettre des troupes, etc., qui seraient des garanties de sécurité, etc. Je pense justement, cette question des troupes au sol, comme c'est l'expression consacrée, qui est poussée dans l'opinion. Emmanuel Macron a été le premier à en parler, Keir Starmer, Premier ministre britannique aussi, en disant on va envoyer des troupes européennes pour sécuriser, une fois un accord de paix trouvé, le territoire ukrainien. Mais Trump a dit ce sera pas l'OTAN, mettez-vous bien d'accord. Donc on retrouve un peu l'idée de la coalition, un peu à la George Bush, c'est encore une fois. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces fameuses troupes au sol d'une échauffourée ou d'un échange de tirs avec les Russes? Et là, c'est l'étincelle, ce qu'ils attendaient, de dire bon bah ça y est, c'est la guerre avec la Russie, on peut y aller. Ça ne m'étonnerait pas que nous soyons assez fous pour tenir ce type de raisonnement. Voilà, donc, mais je ne pense pas qu'on trouvera forcément les Américains effectivement derrière nous pour essayer de réparer nos dégâts. Je rappelle aussi que l'état de nos forces armées, alors celles des Britanniques, n'en parlons pas, mais même les nôtres, qui ne sont pas en mauvais état, mais qui sont dimensionnés très petitement quand même, je le rappelle. Quand on parle de mettre plusieurs dizaines de milliers d'hommes sur le terrain, rien qu'en Ukraine. C'est compliqué et surtout il faut durer. Enfin, à quoi ça sert? C'est toute la question. À quoi ça sert? On va revenir justement à cette question après cette courte pause. À tout de suite sur Radio 0826 300 300 si vous souhaitez réagir, posez vos questions. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Et pour cette dernière partie d'émission, on se retrouve avec Caroline Galacteros, notre invitée. On parlait bien sûr de la situation en Ukraine, mais il y a aussi la situation en France. On voit Emmanuel Macron qui veut imposer l'économie de guerre, qui avait été souhaitée par Jacques Attali il y a de ça quelques mois. Ça y est, c'est quasiment officiel. Le ministre de l'économie va avoir une réunion à Bercy le 20 mars avec les investisseurs privés, les banques et les ministres des armées notamment et d'autres ministères sur cette fameuse économie de guerre. Il est question d'aller chercher l'économie des Français et leur épargne pour la flécher vers la guerre. Et on a l'impression que la classe politique française dans son ensemble est d'accord. Personne ne dit stop. La classe politique française, pardonnez-moi, mais ne brille pas par son grand courage intellectuel, ni d'ailleurs son honnêteté, tout court, intellectuelle. Quels que soient les bords. Moi, je suis, à part quelques-uns, mais qui sont vraiment... picrochelin en termes électoraux, malheureusement. Donc la classe politique, elle suit parce qu'elle s'imagine que si elle osait faire un pas de côté et commencer à parler sérieusement du réel, eh bien, ça lui coûterait trop cher politiquement. Oui, mais ça fait partie de ces tabous, comme pendant le Covid, on pouvait pas dire des choses. Voilà, tout à fait. Alors moi, je les ai dites, et je sais le prix qu'il faut en payer. Et là, ça y est, l'Ukraine, c'est devenu le nouveau tabou. L'économie de guerre, c'est devenu le nouveau tabou. On n'a pas le droit de dire que c'est n'importe quoi. Si, Marc, toi, tu l'as fait ici sur Sud Radio, en disant qu'un pays endetté ne doit pas s'endetter encore davantage comme on le fait actuellement. Des choses assez basiques, en fait. C'est du bon sens. Mais bon, comme nous avons des sieurs Attali qui... sont les arbitres des élégances et font et défont les figures politiques. Et comment c'est possible ça? Des décennies de mauvais conseils et ça continue. Et encore. Et ça continue et on rempile. On rempile. Moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Vous savez, c'est comme on ne meurt jamais vraiment, sauf à la toute fin, quoi. Donc malheureusement, je crains qu'il ne faille encore endurer ce genre de bêtises, comparer Donald Trump à Hitler. C'était le dernier post de Jacques Attali
sur X, le réseau social. Non, mais là, on est très très loin, on est très très profond dans la bêtise là, pour moi, et dans la bêtise dangereuse. Mais la bêtise, et aussi vous parliez d'aveuglement. François Bayrou ce matin qui parlait des années 30. Encore une fois, toujours ces parallèles avec les années 30, comme si on était dans cette période-là. Hitler qui revient tout le temps sur le tapis. Trump, maintenant c'est lui Hitler. Avant c'était Poutine. Bon, demain ce sera Viktor Orban et d'autres. Ça commence à fatiguer quand même d'avoir une analyse aussi indigeste et indigente des relations internationales. Tout à fait, indigeste et indigente. Le problème, c'est jusqu'à quel point les Français gobent-ils de telles bêtises. Les sondages, ils valent ce qu'ils valent, montrent que pas tant que ça. 52% des Français, selon les sondages officiels, ont été convaincus par Macron. Ça ne veut pas dire que c'est 52%. Mais c'est encore trop, c'est encore trop, c'est encore beaucoup trop. Mais c'est peu. Comment peut-on dire des choses aussi... Il y a qu'à reprendre son intervention. C'est à la fois inconscient, irresponsable, enfantin. Oui, mais ça a marché. Et ça marche quand même. Il y a quand même une propagande là qui se met en marche. On parlait justement de la peur d'être sorti du débat public si on a une vision différente de celle officielle donnée par Emmanuel Macron. C'est inquiétant pour l'état des oppositions et l'état aussi du débat démocratique en France. Oui, mais c'est aussi une inquiétude de beaucoup de gens par rapport à leur environnement privé. C'est-à-dire, faut oser quand même. Faut oser dire les choses. Donc nous, on en sait quelque chose. mais les gens plus qui ne s'intéressent pas aux questions internationales toute la sainte journée subissent aussi les affres d'un isolement et finalement leur lucidité ne leur rapporte pas beaucoup d'amis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi parce que on voit se mettre en place le bouclier démocratique européen selon les termes consacrés d'Ursula von der Leyen, avec Nathalie Loiseau qui a pris la tête de cette commission au Parlement européen pour le bouclier démocratique européen, qui est en fait un outil de censure. La Roumanie, par exemple, avec Călin Gorgescu, ce candidat qui a été écarté premier tour des élections, annulé parce qu'il était en tête. Maintenant, il a des procès parce qu'il serait pro-russe, financé par les Russes, etc. Ces fameux partis subversifs dont parlait Raphaël Glucksmann. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux qui sont contrôlés pour éviter justement que la parole ne se libère. Le risque de censure, il est réel là, dans une économie de guerre aussi. Absolument, mais même sans économie de guerre, c'est déjà le cas depuis quelque temps. Mais c'est orwellien, c'est-à-dire on nous explique que la dictature est en face, alors qu'en fait elle est interne. Et les mécanismes se braquent et si on met des Nathalie Loiseau pour diriger les commissions, là c'est le ground, c'est le tréfonds de l'inanité intellectuelle. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce que ça va faire pchit finalement parce qu'il n'y a pas les moyens et parce que les populations européennes vont être fatiguées aussi de ce discours qui n'est pas en raccord avec les réalités internationales? Alors, ce qui est sûr, c'est que les divisions augmentent. Et il y a à l'intérieur de l'Union européenne aussi des fissures de plus en plus claires entre ceux qui étaient réalistes et qui vont l'être de plus en plus et qui sont ravis que Trump le permette désormais et qui vont tirer leur épingle du jeu en tant qu'État. On parle de la Hongrie, de la Serbie, de l'Italie aussi. Après, il y a ceux qui étaient dans l'autre camp, mais qui ont pris aussi pleine face là le vent de réalité et se disent oula, j'ai peut-être plus à gagner quand même à coller aux nouveaux États-Unis qu'à coller aux anciens néocons planqués à Bruxelles et ailleurs. Je pense aux Polonais. Pourtant, les Polonais sont très anti-russes dans la mais je pense qu'ils sont en train de se dire qu'ils ont plutôt intérêt, ne serait-ce que vis-à-vis des Allemands, parce que là, il y a une lutte qu'on ne mesure pas, mais qui est assez forte. Une rivalité, c'est pas une lutte, c'est une rivalité pour la domination, j'allais dire, de l'Europe centrale et aussi politique et aussi vis-à-vis des États-Unis. Et je pense que plus les Allemands vont aller du côté français, c'est ce qu'on essaie de faire, les réattirer avec nous, avec Merz maintenant, plus les Polonais vont, eux, se dire on a peut-être plus à gagner, notamment des troupes américaines sur notre territoire, etc., à être
dans le sens du vent, dans le sens de ce qui va se produire. Mais ceux qui ne sont pas dans le sens du vent, justement, les Allemands ont voté pour Merz, ancien patron de BlackRock à Allemagne, qui est totalement sur la ligne atlantiste précédente, qui en est même à vouloir empêcher que Nord Stream 2 reprenne du service. Enfin, on est là dans un délire. L'économie allemande est en miettes, du fait des lois européennes en partie, du fait aussi de l'énergie chère. Et eux, les Allemands, sont aussi dans un déni idéologique en ce moment. Total, mais je vous dis, on a des comportements suicidaires, on a de vrais comportements suicidaires collectifs et à l'échelle de certains États. Mais l'Allemagne, mais là on parle des États, pas des populations qui finalement, on a vu le vote. Les populations, elles subissent. Les populations, elles se demandent pourquoi est-ce qu'on a laissé pétarder Nord Stream 2. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... C'est pas des questions qu'on se pose. Si, tout de même, il y en a certains qui se la posent. Certains, mais... et puis elles se demandent, voilà, pourquoi est-ce qu'on va maintenant, pourquoi est-ce que le nouveau gouvernement, la nouvelle coalition empêcherait les Américains et les Russes, qui de toute façon vont le faire, qu'on le veuille ou non, de trouver un accord pour la remise en route. Et ça, je pense que c'est la remise en route de Nord Stream 2, et je pense que ça, c'est un des points de la négociation globale actuelle entre Washington et Russie. D'ailleurs, avec les Américains qui veulent racheter Nord Stream. Pour des profits américains, contre une possibilité pour la Russie de refournir un peu l'Europe. Ce qui l'intéresse et ce qui aide aussi les Américains dans leur idée qui ne va pas marcher, mais qui peut quand même marcher un tout petit peu peut-être, du fameux découplage Pékin-Moscou. Donc chacun est en train de fourbir. Je ne parle même pas du Moyen-Orient, de la Syrie, de ce qui va se passer. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup à dire. Merci beaucoup Caroline Galacteros d'avoir été notre invitée. Je rappelle, vous êtes présidente du think tank Géopragma et vous animez la chaîne Paix et Guerre sur YouTube. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye qui va parler de comment faire le deuil des êtres aimés qui sont morts et comment ne pas les oublier et oublier sa souffrance. Voilà, donc on pense à tous ces soldats qui sont tombés au front et Brigitte Lahaye aussi. Voilà, à tout de suite sur Sud Radio.